Et donc, je travaille sur les interactions diffusion-déformation dans les alliages métalliques polycristallins. Et donc, pour cette présentation, je vais d'abord faire une première partie d'introduction pour expliquer brièvement le contexte et les objectifs de la thèse. La deuxième et la troisième partie, elles concerneront donc une partie des résultats qui ont été obtenus jusqu'à maintenant, et la quatrième partie sera pour les conclusions et les perspectives. Donc, de manière générale, les matériaux de structure, s'ils sont employés dans les turbines aéronautiques, ils sont souvent soumis à des sollicitations thermomécaniques qui peuvent être assez extrêmes et à un environnement chimique souvent agressif. Donc, ça va engendrer divers modes d'endommagement, donc le fluage, la fatigue, la corrosion, etc. Et donc, ils sont souvent composés d'un alliage et d'un revêtement. Mais finalement, quel que soit le contexte dans lequel ces systèmes-là sont utilisés, à partir du moment où ils sont placés à haute température, ils peuvent voir leur durée de vie limitée à cause de l'interdiffusion. Donc, on va avoir interdiffusion entre le revêtement et l'alliage. Donc, déjà, ça va engendrer un changement de la composition des deux couches. Mais on sait qu'il y a aussi d'autres phénomènes qui peuvent apparaître, comme la formation de porosité au cours de la diffusion. Et parfois, ça peut même aller jusqu'à la déformation du matériau, si on est dans des cas particuliers, donc avec des structures à part moins minces, par exemple. Et un deuxième aspect, on va dire, où la diffusion peut jouer un rôle important, c'est le cas par exemple de l'oxydation sélective, où on va favoriser finalement l'oxydation d'un des éléments du système, puisqu'il a un oxyde qui est plutôt stable, avec une croissance plutôt lente. Et dans ce cas, à partir du moment où il va y avoir oxydation, on va avoir un gradient de concentration entre le cœur de l'alliage et la surface. Et donc, de ce fait, il est important de pouvoir connaître les propriétés de diffusion de l'alliage, des éléments de l'alliage, pour connaître justement, savoir s'il y a suffisamment de l'élément en question dans l'alliage pour favoriser ou non cette oxydation qui est sélective. Et par ailleurs, à partir du moment finalement où on a un oxyde qui se forme, on va se retrouver dans le même cas de figure que les systèmes alliage-revêtement, puisque finalement, il pourra y avoir interdiffusion entre les deux, et ce qui va engendrer donc un changement de la composition, de la porosité, des déformations, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à noter qu'on peut aussi avoir de la porosité qui se forme rien qu'à cause de l'oxydation elle-même. Donc, l'objectif, on va dire, général de la thèse, ça va être d'améliorer, on va dire, la compréhension de l'interdiffusion dans les alliages métalliques et après, plus particulièrement, d'étudier ces interactions diffusion-déformation pour, en fait, aboutir ensuite à un modèle de la diffusion. Donc, concernant la démarche, finalement, on va avoir toute une partie expérimentale où on va déjà étudier le comportement des lacunes au cours de la diffusion. Ensuite, on étudiera aussi le champ des déformations qui sont induits par l'interdiffusion et enfin, l'effet des contraintes externes sur la diffusion. Et donc, toutes ces données-là, ensuite, elles vont permettre de décrire l'évolution de la microstructure liée à la diffusion pour ensuite participer à l'élaboration du modèle. Et donc, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, ne concerneront que la partie sur le comportement des lacunes et sur l'effet des contraintes externes. Mais avant ça, on revient rapidement, on va dire, sur le principe de l'interdiffusion. Donc, si on se place dans le cas d'un couple de diffusion tel que celui-ci, avec deux alliages à des compositions différentes qui sont en contact, on va avoir les espèces du système qui vont diffuser dans un sens et dans l'autre, jusqu'à, pour, on va dire, tendre à homogénéiser ce système, justement. Et dans un cas simple, avec un alliage A et un alliage B, on va avoir les espèces qui diffusent dans un sens pour A et pour B dans l'autre. Et finalement, si on a une grande différence de diffusivité entre ces espèces, ça va être compensé donc par un flux de lacunes. Et donc, concrètement, pour réaliser des essais de diffusion, on va leur faire subir un traitement, on va leur faire subir juste un traitement thermique. Et si, par exemple, après, on veut déterminer des coefficients de diffusion, on peut observer une section transverse au MEB, mesurer des profils de concentration et aboutir à ce type de résultat, donc qui exprime la concentration en fonction de la distance, évidemment. Et donc, les données qui sont contenues dans le profil de concentration, elles vont permettre de déterminer ce coefficient de diffusion, justement. Mais bon, après, ça reste un des aspects qui peut être étudié. Donc, il y en a d'autres, et même un plus particulièrement qui va nous intéresser pour la partie suivante, qui est justement la porosité.
Et donc, la porosité, au cours de la diffusion, elle vient justement de ce flux de lacunes qui est dû à la différence de diffusivité entre les espèces. Et donc, concernant la porosité, justement, on a fait l'étude ici sur des alliages modèles. Donc, on a utilisé des solutions solides qui sont monophasées. L'idée était d'utiliser des alliages monophasés, on va dire pour simplifier un peu les choses. Ça évite d'avoir à prendre en compte d'autres contributions thermodynamiques comme la croissance de phase ou la précipitation de nouvelles phases. Et après, on a plus particulièrement travaillé sur le système nickel-chrome-silicium parce que ce système-là, il a l'avantage de présenter des différences de diffusivité entre les espèces qui est suffisamment importante pour favoriser en fait, l'apparition de la porosité. Pardon. Donc, on a formé des coupes de diffusion avec ces alliages nickel-chrome d'un côté et nickel-silicium de l'autre. Et on leur a fait subir un traitement thermique à 1200 degrés. Donc là, on peut déjà observer une partie des résultats voilà, pour ces couples-là. Donc, c'est des sections transverses avec l'alliage nickel-chrome d'un côté et l'alliage nickel-silicium de l'autre. Et on voit que de la porosité est apparue au cours de la diffusion. Et quel que soit le couple, finalement, on l'observe toujours dans l'alliage nickel-chrome. Et donc, on remarque aussi que la porosité qui est due à l'interdiffusion, finalement, elle est assez remarquable puisqu'elle se situe déjà toujours d'un côté de l'alliage et elle est toujours très proche de l'interface entre ces deux alliages, justement. On a une concentration plus forte à cet endroit-là. Donc, c'est une première partie c'est ce qu'on a pu donc observer expérimentalement. Et ensuite, puisque le but, c'est quand même d'élaborer ensuite un modèle de la diffusion, forcément, il serait aussi intéressant de pouvoir prévoir cette porosité par le calcul plutôt que de l'observer uniquement expérimentalement. Et donc, pour ça, on a utilisé une méthode qui est, on va dire, qui est simple. On va déjà commencer par simuler un essai de diffusion, mais dans un cas idéal. Donc, c'est-à-dire que les concentrations de lacunes restent toujours à l'équilibre. Et donc, d'où le fait que la variation de la concentration de lacunes avec le temps reste nulle, finalement. Et justement, en fait, dans cette expression, on voit apparaître donc, la divergence du flux de lacunes et un terme supplémentaire où QV, en fait, correspond à la quantité de lacunes qui participe à la formation de la porosité. Et donc, cette simulation, une fois qu'elle est faite, on va pouvoir procéder donc, au calcul de la porosité. Donc, ça se fait en post-traitement. Et ça revient en fait à intégrer la divergence du flux de lacunes sur le temps de diffusion. Donc, on a fait un premier essai, d'abord en simulant un essai de diffusion, en utilisant les paramètres d'une base de données commerciale de Dictra. Et donc, quand on compare le résultat de la prévision aux résultats expérimentaux que je vous ai montrés juste avant, eh bien, on voit en fait qu'on prévoit des ports dans l'alliage nickel-silicium, que ce soit pour un couple ou pour l'autre, alors que finalement, expérimentalement, nous, on les a observés dans l'autre alliage, donc dans l'alliage nickel-chrome. Donc, forcément, on s'est demandé déjà si ce désaccord-là, est-ce qu'il venait de la méthode de calcul ou est-ce que ça venait de la simulation en elle-même. Et donc, finalement, quand on a comparé les profils de concentration expérimentaux, donc qui sont en gris ici, là, et les profils qui ont été simulés, en fait, on voit finalement qu'il y a déjà un léger désaccord aussi, rien qu'entre les profils de concentration. Donc, c'est ce qui nous a amené à se demander finalement si ce n'étaient pas les paramètres qui étaient utilisés dans la simulation qui étaient différents, qui n'étaient pas totalement adaptés finalement à nos essais expérimentaux à nous. Et donc, pour ça, on a justement optimisé ces paramètres de mobilité à partir de nos données expérimentales à nous, donc à partir de nos profils de concentration. Et on a utilisé ces nouveaux paramètres simulés, ces paramètres optimisés, pardon, pour simuler un nouvel essai de diffusion et en déduire la porosité. Et cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, on voit qu'on prévoit bien des ports dans l'alliage nickel-chrome, comme on a pu l'observer expérimentalement. Donc, finalement, ce résultat qui est donc plutôt satisfaisant, il permet déjà de voir que, bien que la méthode soit simple, on arrive à un résultat qui est cohérent avec les observations expérimentales qu'on a pu faire. Mais ça montre aussi, puisqu'il a fallu optimiser les paramètres de mobilité pour en arriver à ce résultat, ça montre aussi que le calcul reste quand même très sensible à la source de données qui est utilisée pour la simulation. Et donc, concernant
le deuxième objet d'étude que je vous présente aujourd'hui, c'était l'effet que peut avoir la contrainte externe sur la diffusion. Pour ça, on a utilisé donc également des alliages modèles, et même les mêmes que précédemment. On a utilisé 2 alliages nickel-chrome pour former des coupes de diffusion. Et ces couples, ils ont ensuite subi des essais de fluage en compression uniaxiale et sous air. Et pour chaque température qui a été étudiée, donc, on a réalisé les essais de fluage. Et en plus, on a réalisé à chaque fois un essai sans contrainte. Donc finalement, c'est un essai de diffusion classique. Et comme ça, on a pu évaluer l'effet de la charge en comparant justement les coefficients de diffusion. Et d'ailleurs, quand on applique justement une contrainte et qu'on étudie ensuite la diffusion, on voit qu'on peut légèrement modifier l'expression du flux de matière, puisque donc, on a toujours ce premier terme là donc, qui exprime donc, la diffusion, mais liée au gradient de concentration, mais avec un coefficient de diffusion qui sera légèrement modifié donc, à cause de la contrainte, enfin de la partie hydrostatique de la contrainte qui est appliquée. Et on voit apparaître un second terme qui, lui, en fait, est lié aux flux qui sont engendrés par le gradient de contrainte, donc du fait qu'on applique une contrainte uniaxiale. Et donc, on a ce terme supplémentaire qui apparaît. Après, nous, pour l'instant, on a décidé déjà de simplifier un peu les choses, si je puis dire. On a décidé d'utiliser une méthode approchée où finalement, on va rassembler les 2 contributions dans un coefficient de diffusion, donc qui sera un coefficient de diffusion apparent. Et donc, ça va déjà donner une estimation approximative de l'effet que peut avoir la contrainte sur la diffusion. Et donc, pour déterminer ces coefficients de diffusion, justement, on a procédé, on va dire, de la manière suivante, où on a ajusté des coefficients de diffusion à partir des profils expérimentaux et d'un solveur de la diffusion. Donc, ce solveur, finalement, il résout numériquement les équations de la diffusion. Donc, ça a été fait par différence finie et forcément à une dimension. Donc, finalement, ce solveur-là qui résout simplement les équations de la diffusion, donc, il peut s'utiliser tel quel pour un essai de diffusion classique. Mais après, quand il s'agit de réaliser des essais de fluage, par exemple sur des coupes de diffusion, forcément, après fluage, on va avoir de la déformation sur les coupes de diffusion. Et de ce fait, les distances qui sont exprimées ici, au cours du temps, en fait, elles varient. Donc, on a décidé d'utiliser les données expérimentales qu'on avait sur les essais de fluage, et donc notamment l'information qu'on a sur la déformation au cours du temps, pour faire varier justement ces distances dans le solveur au cours du temps. Donc, ce nouveau solveur, une fois adapté dans le cas de la déformation, on a procédé de la même manière que pour un essai classique, en ajustant les coefficients de diffusion à partir des profils expérimentaux. Et donc, quand on compare justement les coefficients de diffusion qu'on a pu déterminer pour les différentes températures et pour les différents essais, donc on voit là qu'on a les coefficients de diffusion en bleu pour les essais sous contrainte et les coefficients en orange pour les essais de diffusion classiques sans charge. On voit qu'on a une diminution du coefficient d'interdiffusion quand une contrainte est appliquée. Donc, ça, après, c'est une tendance qu'on peut observer pour l'instant, qui semble cohérente avec ce qu'on peut voir pour l'instant dans la littérature. Mais après, forcément, cette tendance, elle reste à confirmer. Donc, il y a des essais donc, à d'autres valeurs de contrainte qui sont actuellement en cours et qui vont permettre donc, de confirmer ou non la tendance qu'on peut observer là. Et après, ces résultats ils seront aussi complétés par des essais sous pression hydrostatique, donc qui permettront de donner des informations aussi de nature différente, puisque les essais ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, pour conclure, on vient de voir donc, à l'instant on observe pour l'instant une diminution du coefficient d'interdiffusion quand on applique une contrainte, mais bon, ça restera à prouver avec d'autres essais à d'autres valeurs de contrainte, et ça sera donc aussi complété par des essais sous pression hydrostatique. Et concernant la porosité, et surtout notamment la prévision de la porosité, on a pu voir qu'on obtenait un résultat satisfaisant, bien que la méthode soit simple, mais en revanche que ça restait relativement sensible aux sources de données qui étaient utilisées, puisqu'il a fallu optimiser les paramètres de mobilité pour obtenir un résultat cohérent avec l'expérimental. Donc finalement, s'il est vraiment nécessaire de poursuivre cette optimisation, il va falloir généraliser la méthode d'optimisation des paramètres dans ce système. Ça impliquera de faire des essais
dans d'autres conditions expérimentales et même avec d'autres alliages aussi. Si par exemple, on voulait faire des essais à d'autres températures pour généraliser l'optimisation. Et enfin, on va participer aussi à l'élaboration d'un modèle de diffusion en utilisant justement toutes les données expérimentales qui auront pu être collectées jusqu'à maintenant. Et ce modèle, donc, contrairement aux simulations qui ont été faites pour prévoir la porosité, celui-ci pourra considérer des concentrations de lacunes qui sont hors équilibre. Et donc, ça permettra d'avoir des sursaturations ou sous-saturations de lacunes au cours de la diffusion. Et donc, ce qui explique entre autres l'intérêt qu'il pourrait y avoir à intégrer donc, ce calcul de porosité directement dans la simulation pour connaître finalement cette porosité au cours du temps. Donc voilà, donc, je vous remercie. Et si vous avez des questions...